Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aussi aux rencontres du ciel et de l'espace 2024 qui se tenaient à la Porte de Villette à Paris. Beaucoup de choses à voir cette année, beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de stands aussi, et cette année j'ai donc décidé de passer dans chacun des stands pour interviewer dès que c'était possible finalement les présentateurs, les exposants, pour vous présenter leurs produits et tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Il y avait aussi également des écoles, il y avait des associations, etc. Vraiment plein de propositions. Je vous propose donc un deuxième épisode donc avec les différents stands que j'ai pu visiter dans le salon. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. On est maintenant sur le stand de Dark Sky Lab avec Sébastien Vauclair, que vous connaissez sur la casquette de La Clé des Étoiles, mais aussi là-bas derrière sur la casquette de Dark Sky Lab. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous présenter? Ouais, ben enchanté. Donc peut-être que demain on parlera de La Clé des Étoiles, il y a des trucs sympas aussi, mais là c'était l'idée de présenter, donc avec Dark Sky Lab, ça fait très longtemps qu'on travaille sur des outils de métrologie de la pollution lumineuse, d'analyse des données, de points lumineux, etc. pour aider les collectivités, et sur un outil de modélisation de la diffusion de la lumière. Et là, je vous présente aujourd'hui ce qu'on a baptisé la Light Pollution Platform, qui est en ligne depuis quelques mois uniquement. Et donc, c'est un site totalement accessible. Donc, c'est sur le site de darkskylab.com tout simplement. Donc, il y a toutes les informations classiques d'un site internet, voilà, qui explique ce qu'on fait au quotidien, comment on accompagne les collectivités, quels sont les outils qu'on met en œuvre, etc. Mais surtout, je voulais insister sur la Light Pollution Platform. Je pense que beaucoup des auditeurs de la chaîne connaissent Light Pollution Map, ou aussi les cartes AVEX éventuellement. Light Pollution Map, par exemple, il donne accès à ce qu'on appelle le World Atlas, c'est-à-dire une carte de pollution lumineuse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une carte de pollution lumineuse? Il faut savoir qu'à la base, on a un satellite. Alors ça, on utilise tous le même, c'est le satellite VIRS, DNB, etc., qui mesure en fait ce qu'on appelle la radiance. La radiance, c'est l'énergie lumineuse mesurée depuis l'espace. Donc on sait qu'à tel endroit, il y a telle quantité de lumière qui est émise. Et nous, ce sur quoi on travaille depuis une dizaine d'années maintenant, parce que Dark Sky Lab a 10 ans cette année, c'est sur un modèle de diffusion de la lumière. Donc si on clique sur pollution lumineuse, on voit la différence, c'est-à-dire qu'à partir de la radiance, on a la formation des halos lumineux en fait. Une espèce de globe comme ça, voilà. qui gêne en particulier l'astronome évidemment, donc là on est entre astronomes. Après il y a tout un tas d'autres sujets par rapport à la biodiversité, etc. On pourra développer un jour s'il faut avec une émission dédiée, pourquoi pas. Mais ce que je voulais insister, c'est que sur Light Pollution Map, en fait, ce travail n'est mis à disposition que pour l'année 2015. Okay. Donc les choses ont bien évolué depuis. C'est sûr. Lundi, je fais une conférence ici justement pour montrer comment ça évolue. L'avantage, c'est qu'on a ce type de données depuis 10 ans. Okay. Donc on a fait ces cartes de pollution lumineuse. On a d'ailleurs fait l'indicateur national de pollution lumineuse pour le ministère. Et on peut suivre cet indicateur depuis 10 ans. Et par exemple, entre 2022 et 2023, la radiance a chuté de 25%. Sur une seule année. Donc avec la crise énergétique, très et fortement du coup une forte prise de conscience. Voilà, très fortement accélérée par la crise énergétique. Que de la lumière qui va vers le ciel, c'est comme une baignoire dont le bouchon n'est pas bouché. Et pas étanche. Voilà. Et donc la nouveauté, en fait, c'est que c'est la seule carte accessible totalement gratuitement, avec les dernières données disponibles, donc de 2023 en l'occurrence. Mais surtout, la carte est calibrée. C'est-à-dire que vous connaissez tous le SQM, le Sky Quality Meter. C'est-à-dire qu'avec cette carte, si tu vas à n'importe quel endroit ici, tu sais que tu sors ton SQM, tu vas avoir 21,8 par exemple ici. Parce que la carte est calibrée. D'accord. Mais par contre, c'est une situation uniquement de cœur de nuit. Le satellite passe après 1h30 du matin. Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, on a un tiers des communes qui éteignent la nuit en France. Oui. Elles ne sont pas visibles ici, puisque quand le satellite est passé pour faire ces images, elles étaient éteintes. Je prends le cas par exemple, un cas typique, la prochaine réserve de ciel étoilé sera le Morvan, qui devrait être labellisé d'ici quelques jours. Donc le ciel du Morvan est exceptionnellement... c'est vrai. On est quasiment au Chili, on est quasiment dans les 22, c'est le maximum de ce qu'on peut mesurer. Mais ça c'est en cœur de nuit. C'est-à-dire que ce que j'appelle en extrémité de nuit, typiquement au crépuscule, en fait, il y a encore pas mal de villages qui ont leur éclairage urbain et qui l'éteignent un peu plus tardivement. Tu peux même le voir avec notre plateforme, puisque tu peux zoomer. Je ne sais pas si ça sort bien à l'écran en fait, mais en fait on a une mise à jour, la résolution s'améliore, c'est du OpenStreetMap. Donc par exemple ici, on voit qu'il y a des communes. Là il y a des noms de communes.
Donc en France, qui dit commune dit point lumineux d'éclairage public. Oui. Mais le satellite ne voit rien. Donc on peut dire que là, on a une commune qui est éteinte, tout simplement. Voilà. Mais le point vraiment essentiel que je vais développer lundi dans la conférence, c'est que là, on parle entre astronomes. Donc l'astronome, c'est la seule espèce de la biodiversité qui sort la nuit quand il fait beau, quand il n'y a pas la lune et souvent après minuit. C'est ça. Mais si maintenant je me mets à la place du chevreuil, Oui. le chevreuil il va se balader dans le Morvan à 21 h. Et donc lui, c'est pas ça qu'il voit. Oui. Lui, il voit tout un mitage puisque tous les petits hameaux, ils sont allumés à cette heure-là. Voilà, donc c'est juste pour annoncer ça. C'est un peu nouveau, ça a que quelques mois. C'est intéressant parce que ça peut donner des points de repérage si un Voilà. jour on veut installer un télescope quelque part, Voilà. acheter une maison de campagne, partir en vacances. Et puis, Voilà, les lieux de vos vacances. et c'est mondial. Voilà. C'est-à-dire Et ça, qu'on a fait la carte énorme. au Chili, on a fait la carte partout. Et ce qui est aussi à noter, c'est que là, on a aussi ça c'est gratuit, c'est accessible à tout un chacun. Mais on peut aussi accéder à la Light Pollution Platform en tant que telle. Ça, c'est un peu le hub d'entrée, quoi. Et quand on accède à la Light Pollution Platform, il y a plusieurs services qui sont proposés, la plupart gratuits, d'autres payants. Parce qu'il y en a qui s'adressent aux professionnels, par exemple les grosses boîtes de BTP qui font des rénovations dans les villes. Elles peuvent utiliser la plateforme pour travailler directement sur la base de données des points lumineux. Et ensuite, on a aussi un autre outil qui permet de traiter des données mesurées par les Ninox ou par les SQM automatiques. D'accord. Voilà. Donc c'est une plateforme générale de mise à disposition de nos outils pour les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Alors, vous faites aussi de la sensibilisation auprès des autorités politiques, etc. Spoil tout à l'heure avec Jean-Luc Mélenchon, qui est passé comme ça. Il est passé tout à l'heure, il était là. Donc je lui ai dit, vous voyez, là, il y a un QR code, c'est pour adhérer à l'association. Donc j'espère que demain, je pourrai vous annoncer qu'il a adhéré. Alors Jean-Luc Mélenchon ou un autre, mais il faut un premier, puis après, peut-être que les autres vont suivre. Commencer à sensibiliser, ouais. Mais voilà, donc la sensibilisation, là, je ne suis pas là pour faire ma pub, mais bon, on l'a fait quand même un peu forcément. Là, c'est la carte de toutes les réalisations de Dark Skylab en France. D'ailleurs, il y en a un peu ailleurs dans le monde, hein, vous voyez. Ok. Et voilà un peu, donc en gros, on a... Des diagnostics, etc. Ouais. En fait, nos outils ont bénéficié de près ou de loin 15 000 communes en France aujourd'hui. Et on a collecté, pour traiter les bases de données de points lumineux, à peu près 5 millions de points lumineux. D'accord. Donc c'est presque la moitié des points lumineux d'éclairage public en France. Donc on commence à avoir une bonne vision de ce problème, au moins en France, quoi. Donc si vous voulez en savoir plus, lundi après-midi au RCE, pour la pas conf, être là malheureusement. il y aura d'autres gens qui seront peut-être là, voilà, donc venez nombreux. On aura l'occasion. Dites-le dans la description si vous seriez intéressé, pourquoi pas, à faire un live avec Sébastien pour répondre à ces questions et continuer live, à ouais, faire live connaître ou... aussi ça. On fait un live de visuel assisté avec le télescope. Et puis pendant ce temps-là, on parle pollution lumineuse. Pourquoi pas. Voilà. Merci Sébastien. Bonne continuation surtout. Merci. Bonne soirée. Ok, alors nous sommes maintenant sur le stand de EI, une entreprise espagnole. Bonjour Christina. Bonjour. Alors EI, qu'est-ce que ça signifie? Bon, en espagnol, c'est entre encinas y estrellas. Donc ce qui peut se traduire par entre les chênes verts, donc les arbres, Et les étoiles. et les étoiles. Exactement, c'est ça. Donc vous êtes basé en Espagne, à peu près dans quelle région? Ouais, c'est la région de la Extremadura, le sud-ouest de l'Espagne, entre Portugal et l'Andalousie. D'accord, À 1h30 en voiture de la ville de Séville, ok, donc c'est facile à arriver. Et l'aéroport plus proche, c'est Séville. Et ce que nous faisons, c'est l'hébergement du télescope. d'accord. On a déjà 100 télescopes sur une place. Et aussi, nous avons quelques gîtes pour héberger les gens qui viennent profiter de notre ciel, de notre climat et faire de l'astronomie. Notre complexe, c'est fait tout autour de l'astronomie. On a des activités, nous avons un télescope solaire, un télescope pour la nuit et on fait beaucoup de séjours avec l'astronomie. Donc une centaine de télescopes installés Ouais. chez vous. J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de Français. Non. Presque 20 clients sont français. 20 clients français. Ouais. Ok. Et donc vous continuez en fait en fonction des demandes, etc., de construire des nouveaux bâtiments avec des toits. Je crois que vous avez même maintenant certains bâtiments avec carrément chacun son petit toit individuel. C'est ça que c'est différent de chez nous. Oui. Et on a des observatoires individuels pour chaque astronome, 3 mètres per 3 mètres. Ok. Donc les astronomes ont la sensation d'avoir son Vraiment son observatoire. propre observatoire. Oui. Et les toits sont individuels, donc tu Ouais. dois tout gérer toi-même. Mais c'est ce qui fait plus spécial, à mon Ok. avis. Si on installe un télescope chez vous, on peut vous envoyer tout et vous vous chargez de tout installer, Oui. ou on doit venir faire l'installation On peut et la faire les première deux mise en choses, comme place? vous voulez. Ok. On a déjà une équipe très professionnelle qui a beaucoup d'expérience. Nous sommes là presque 10 ans, donc on peut faire tout.
Et on peut faire la station, ou si vous voulez venir et rester avec nous, tu peux le faire toi-même. D'accord. Et donc après ça, on a accès à une All Sky et à toutes les informations météo. Oui. Connexion Internet pour pouvoir se connecter sur l'ordinateur que nous-mêmes on aura installé au pied de l'ordinateur, du télescope. Exactement, c'est ça. Nous avons de la fibre. Donc avec une connexion au débit, c'est indispensable. Indispensable, absolument. J'ai testé sans, c'est assez dur, mais avec maintenant ça marche bien. Ça marche très bien. Ok, donc vous proposez aussi des séjours où on peut venir, vous prêter des télescopes et en tout cas pouvoir bénéficier, donc vous avez des espaces d'accueil, etc. À quelle altitude vous êtes situé? 600 mètres. 600 mètres d'altitude. Ouais. Vous avez combien de jours de ciel praticable par an à peu près? En minimum 250. 250 jours par an. Il peut arriver jusqu'à 270. D'accord. Une nuit éclairée par an. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est très sec même. Ouais. Et une chose que c'est intéressant, c'est que chez nous, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc D'accord. à la nuit, le vent tombe et c'est très calme. Donc du coup, effectivement, on a un ciel plutôt assez stable. On n'a pas cette problématique. C'est vrai qu'on peut se poser la question, quand on n'a pas une coupole fermée, mais quand on a plutôt un abri complètement ouvert, quelle va être la problématique du vent qu'on va rencontrer? Non, on n'a pas beaucoup de vent. Non. Ok, comment on peut vous contacter? Donc, vous avez un site internet là? Oui, exactement. Donc EI.es. Voilà, on met le lien dans la description. Oui, et on peut vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Et avec plaisir, vous accueillir entre Encinas y Estrellas. Ok, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation. Voilà, donc collaboration européenne entre les Français et les Espagnols. Avec plaisir. Voilà, j'ai cru comprendre qu'on avait un petit copain qui s'appelle Guillaume qui allait bientôt installer un télescope chez vous. Ah oui? Ouais, il me semble bien. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Alors nous sommes ici au stand de Experimenta Chile. Vous savez que le Chili est un pays qui a la réputation d'avoir un des meilleurs sites, un des meilleurs ciels du monde, puisque globalement tout le nord du Chili est une réserve étoilée. Nous sommes ici avec Thiago et Francisco, qui sont chiliens ou franco-chiliens. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous proposez justement comme voyage au Chili? Pide si puedes presentar lo que proponen como viaje en Chile. Claro, ofrecemos ruta por Chile desde Santiago, Valparaíso, región de Coquimbo y San Pedro de Atacama. Ils proposent un voyage au Chili, dans la région de Santiago, à Valparaíso, à Coquimbo y San Pedro de Atacama. Y también, bueno, observar en los telescopios de estas regiones de Chile. Ils proposent des observations dans les télescopes de cette région du Chili. Claro. Un tour en Coquimbo de 13 días y un tour a San Pedro de Atacama por 14 días. Un tour de Coquimbo, il y a deux tours différents. Il y en a un à Coquimbo de 11 jours, 12 jours, et un à San Pedro de Atacama de 13 jours. Sí. Estamos muy contentos de estar acá en Francia y ojalá puedan ir y conocer los cielos de Chile. On est très content d'être ici et on espère que vous serez intéressés aussi par ce voyage et vous pourrez voir les ciels du Chili. Je confirme, pour être allé 2 fois au Chili, le ciel du Chili est juste complètement dingue. Donc c'est vrai que c'est une belle opportunité d'être avec des Chiliens qui connaissent les lieux et qui savent, en plus de ça, qui ont leurs entrées dans ces télescopes, des observatoires qui ont une réputation mondiale. Comment est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet? Comment nos pueden encontrar en Internet? Contacto experimentachile.com. Ok, on met le lien dans la description. Et puis si vous avez l'occasion d'y aller, dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ce voyage, parce que je crois que ça vaut quand même le coup. Merci. Merci à vous. Nous sommes maintenant sur le stand de Guyenne Astronomie. Bonjour, alors vous êtes un club d'astronomie en Guyane. Oui. Et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites là? On est là parce qu'on est l'endroit le plus spatial de France déjà, avec les lancements depuis 60 ans. Donc, des fusées européennes. Donc déjà, on devrait être là normalement tout le temps. Ensuite, on est là parce qu'on a clairement un ciel qui est absolument super dégagé. Donc puisqu'on est en Amazonie, on a quasiment aucune pollution lumineuse, même autour de Cayenne, c'est très 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 propre
avec quelques kilomètres de Cayenne, on a déjà une pollution qui est proche de 0 en fait. Vous êtes à 4 degrés de latitude nord, c'est ça? Exactement, 4 degrés de latitude nord. Donc, un ciel en plus de ça où on voit à la fois l'hémisphère nord et à la fois l'hémisphère sud. C'est ça, c'est ça. Alors on a un petit peu de mal à voir la polaire. Ouais, ça commence à devenir bas pour la mise en station, on a la réfraction. Mais tant pis, on fait quand même des très belles images. Bah, bien sûr. Et donc ça c'est un point positif de pouvoir voir aussi bien les nuages de Magellan que de pointer vers Cassiopée et autres. Sympa, notamment Cassiopée qui est interprété chez les Amérindiens par des constellations en plus totalement originales, donc qui ne sont pas connues en France puisque c'est des constellations amérindiennes. Là par exemple c'est la constellation du Tapir, qui représente en fait la partie au-dessus de Cassiopée, ou la constellation de l'homme à la jambe cassée qui est Orion. D'accord. Voilà. Ah, chez nous c'est un guerrier quand même, pas la même chose. C'est ça, d'accord. Mais là c'est quelqu'un qui s'est pris une flèche. Donc Ariane Espace qui est en train de vivre un nouveau tournant avec la mise en place d'Ariane 6, avec Vega C qui a quelques soucis mais qui va quand même recontinuer, on espère. Soyuz qui s'arrête, mais d'autres projets qui s'installent bientôt. Des micro-lanceurs. Voilà, des micro-lanceurs, etc. Donc c'est une aventure qui continue, même si on ne parle que de SpaceX, il n'y a pas que SpaceX dans la vie. Voilà. Et donc vous, en tant que club, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Nous, vous nous invitez? Nous, voilà, c'est ça. Nous, on propose à tous les astro-amateurs de France et de Navarre, c'est-à-dire en gros tous les gens qui s'intéressent à l'astronomie, eh bien, de profiter de cet espace qui est offert en France, la Guyane c'est français, pour venir observer le ciel. Notre association va se mettre à disposition des astro-amateurs pour, pourquoi pas, justement du prêt de matériel. On a du matériel nous-mêmes, certains astromateurs, mais l'association elle-même a son propre matériel. Équatorial, Dobson et numérique, on a les trois types. Et donc aussi faciliter un peu l'arrivée des astro-amateurs sur la Guyane pour pouvoir les mettre en relation avec des opérateurs touristiques qui vont pouvoir leur proposer de l'hébergement, de la restauration. Vous-même, vous ne faites pas en fait le tour opérateur. Vous mettez en relation avec des tours opérateurs. Et nous, on va faire des facilitateurs. Il y a déjà des tours opérateurs qui font les visites de la Guyane. Nous, on va se placer en prestataire en plus, qui va permettre de faire d'organiser des soirées observationnelles, d'aller sur des sites où on sait qu'il y a des intérêts particuliers à aller, comme les îles du Salut ou ce genre d'endroits où il y a des intérêts à aller déplacer les télescopes. Et donc, en gros, on va se mettre pour accompagner. On aimerait que des astro-amateurs viennent en Guyane parce que c'est un endroit magnifique pour ça, quoi. Vous avez aussi des petites entrées à Kourou Oui, effectivement. D'ailleurs, on a pu par exemple aller approcher JUICE, donc de très près. Alors le James Webb c'était totalement verrouillé, on n'a pas pu le voir. Je me doute, mais vu le prix du projet, voilà, et le machin. Les Américains ne voulaient pas. Mais par contre, on a effectivement des entrées au centre spatial. Donc le centre spatial c'est un endroit qui de toute façon se visite tous les jours gratuitement et qui est une superbe visite, vraiment une super visite qui dure des heures. Vraiment, on va dans le fond de toute l'histoire du centre spatial, de ce qui se passe encore aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment détaillé avec l'explication même du fonctionnement que tu fais toi-même sur le site, sur ta chaîne, du fonctionnement de chacun des moteurs, etc. On va dans le fond des choses et en plus on est sur place. Donc c'est quand même vraiment une visite à faire on peut voir aussi intéressante que d'aller à Orlando. Je veux dire au Cap Canaveral. Franchement, on parle, comme tu as dit, pas assez souvent de ce centre spatial guyanais qui est extraordinaire à voir. C'est quand même une sacrée histoire pour nous. On voit là un lancement de. Ça, c'est Ariane 5, là, effectivement. C'est quand même une réussite européenne et une collaboration européenne parce que chacun avait son petit lanceur et ils pétaient tous. Puis à un moment donné, on va faire un truc en commun, c'est devenu Ariane. Voilà. Et Kourou, c'est très central au final pour l'Europe parce qu'il y a des Italiens, des Allemands, on a des Tchèques, vraiment toute la population européenne qui travaille sur le lanceur qui se retrouve à Kourou. Mais Kourou, c'est bien, mais il n'y a pas que Kourou justement. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que vous proposez. Voilà, Kourou, c'est un des endroits bien sûr pour le centre spatial, mais pour l'observation, il y a d'autres endroits, qui sont très intéressants à faire. Et puis en plus, il y a tout l'aspect évidemment de nature, les découvertes culturelles qu'on peut faire en Guyane qui sont à part, clairement à part. Hébergement de télescope, vous y pensez? Alors oui, effectivement. En plus, avec nos 4 heures de décalage, alors nous on est des fois intéressés pour avoir des hébergements en métropole Europe, parce que il fait encore jour, mais tu peux avoir la nuit. Des observations de nuit.
Et après, à l'inverse, bon, bah, voilà, des classes par exemple ou des astroamateurs qui seraient le matin en France métropolitaine pourraient par exemple avoir accès à des télescopes qui sont encore de nuit la chez deuxième nous. partie de nuit, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et comme on a une saison sèche qui est intéressante de septembre à décembre, donc où en plus en France c'est quand même peut-être pas les meilleurs moments pour l'observation. Non, je confirme. Donc du coup bah, c'est aussi intéressant d'avoir pourquoi pas ce genre de choses. On ne l'a pas encore développé, mais la fibre est passée partout maintenant dans les zones urbaines ou périurbaines de la Guyane. Ça y est, donc il y a une possibilité de pouvoir aller fibrer ensuite derrière un observatoire et faire du remote. Exactement, et c'est un peu un de nos objectifs, on va dire, à moyen terme. Déjà, ne serait-ce que pour vous-même. Ah bah bien sûr. Pouvoir avoir du remote pour les membres du club. Bien sûr. Ouais. Et donc là-dessus, on travaille. Évidemment, c'est un projet de longue haleine, mais on essaye de pousser à avoir un observatoire guyanais, donc qui serait à disposition des Guyanais, mais aussi des astroamateurs d'ailleurs. Je me rends pas bien compte de la topographie de la Guyane. C'est très plat ou il y a quand même du relief? Sur le littoral, c'est très plat. Ouais. Voilà. Et le relief, on l'a, mais que dans des zones un peu reculées. Et c'est pas là où vous allez? Bah, disons que ça commence à être difficile d'accès. Ouais. Il n'y a pas de route pour aller donc, dans les zones comme ça. Donc c'est souvent que la pirogue ou l'avion pour atteindre. Et là, ça peut être des jours en pirogue pour atteindre les zones. Par contre, qui sont clairement isolées au niveau, pollution lumineuse. T'as plus rien. 500 km, pas une seule lampe à moins de 500 km de Saül par exemple, où on est allé récemment. Il faut éviter de se faire bouffer par un caïman en Niagara. Ça c'est des vieilles histoires qui traînent, mais il n'y a pas de risque réel. Il y a plus de chances, je pense, de se faire piquer par une vipère en France que d'avoir un problème avec un serpent en Guyane. Bon. Bah voilà, vous savez tout sur la Guyane. Comment on vous retrouve? Guyane Astronomie, c'est très simple. La Guyane, l'astronomie. Et donc on est maintenant un petit peu incontournable parce qu'on a 80 membres adhérents. Pour l'adhérence. Voilà, et on est un club assez jeune, bizarrement, par rapport à ce qu'on imagine d'habitude des astronomes, amateurs, et assez féminin. Alors donc c'est un club et aussi diversifié en termes de population. Donc on est assez content de ce résultat-là aussi. Ouais, chouette. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à vous. Plaisir, et puis le lien dans la description. Très bien. Ok, alors nous sommes maintenant avec le stand de l'IPSA, une école d'ingénieurs en Bac+5. Une école d'ingénieurs comme ça, aux rencontres des Célespaces. Anitza, vous êtes enseignante dans cette école. Et qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on est représenté ici notamment par nos associations techniques. Les associations techniques, c'est un super plus pour les étudiants et les étudiantes à l'IPSA puisque ça leur rajoute une belle ligne sur le CV et de nombreuses compétences en fait qu'ils peuvent avoir en plus de leur cursus d'ingénieur. Donc on est présent ici avec l'association d'astronomie de l'IPSA Paris, Ivry, l'association IPSA Vega qui est représentée par presque tout le bureau et l'association IPSA One qui vise à construire son propre propulseur. Ok, donc on va leur laisser le micro. On est là donc, voilà, c'est des juniors entreprises et les différents clubs en fait au sein d'une école d'ingénieurs, c'est assez classique, effectivement. Mais là, vous avez des activités, je pense, qui sont quand même pas banales. Exactement. Et donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça pourrait peut-être être une idée d'aller faire ses études à l'IPSA. Maxime, tu es le président d'IPSA Vega. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des activités que vous faites et notamment d'un point de vue scientifique? Comment est-ce que vous valorisez votre travail? Alors nous, on est une association d'astronomie qui est très large. On essaye d'aborder tous les sujets possibles. On a construit notre propre spectrohéliographe grâce au projet Solex. Donc on a un premier prototype qui est présent ici. Voilà. On fait aussi de la science avec des professionnels. Exactement. Donc on a accès à un observatoire qui est semi-professionnel au TJMS à Butier. Et grâce à ce télescope-là, on peut faire des photométries. Et ces photométries, elles permettent d'aider les scientifiques. Et donc grâce à ces acquisitions de données, on peut avoir des publications scientifiques avec notre nom dedans. Et ça, c'est vraiment un plus pour nous, parce que dans le monde scientifique, c'est quelque chose qui est très important. C'est super ça, pour des élèves ingénieurs, ça va vous permettre ensuite de rajouter à vos compétences une large palette qui est reliée plutôt au domaine de la recherche. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, peut-être avec tes camarades, du projet que vous avez en ce moment avec la Société astronomique de France sur la construction d'un télescope? Ouais, alors on a un projet effectivement avec la SAF qui est de construire un télescope et c'est notre responsable ingénieur qui est juste là, qui va vous le présenter.
Donc nous, comme l'a dit le président, donc on a pour mission et pour projet de créer notre propre télescope. Donc à l'origine, quand on a commencé à vouloir concevoir notre propre télescope, on pensait acheter un miroir préfet. Et lorsqu'on a été mis en relation donc, avec la SAF, on a appris qu'on pouvait réaliser notre miroir par nous-mêmes. Donc forcément, nous, ça a été un plus de pouvoir avoir l'occasion de toucher un petit peu au métier de l'artisanat et de commencer à voir un petit peu quelles étaient les opportunités. Et donc on a commencé à construire nous-mêmes notre propre télescope. Donc là aujourd'hui on en est justement à l'étape de la parabolisation, donc dans l'une des dernières lignes droites de la fin de notre télescope, et enfin, surtout du miroir. Donc le miroir, nous on a choisi de faire un 250-1250, donc ouvert à f5. On va le construire sous le format un petit peu du télescope de Pierre Strock, mais un petit peu différent, donc on essaye de concevoir nos plans nous-mêmes. Donc l'avantage, nous, en tant qu'apprenti ingénieur, c'est déjà de toucher un peu au métier de la construction, d'avoir une approche un peu plus manuelle et un peu plus pratique, autre que les cours théoriques, surtout quand on commence et qu'on est en première ou deuxième année et que c'est vraiment théorique, puisque c'est là encore le cycle préparatoire. Et donc là, l'idée, c'est de modéliser et créer notre propre télescope. Et donc aussi dans l'idée de pouvoir aussi l'utiliser surtout en planétaire. Donc notamment pouvoir l'utiliser un peu quand on veut sans être obligé d'aller dans des lieux spécifiques avec des observatoires, etc. Juste de pouvoir même l'utiliser en pleine ville, surtout que nous on est près de Paris, donc on a pas mal de pollution lumineuse. Et donc l'avantage, ça va être qu'on va pouvoir le transporter facilement et rendre accès plus facilement à l'astronomie amateur, notamment à des gens qui ne sont pas forcément dans l'association ou même déjà aux membres de l'association qui n'ont pas forcément l'opportunité de venir aux sorties qui peuvent durer jusqu'à Tarbes-la-Nuit. Donc effectivement, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi pour vous de faire le foucaultage notamment du miroir. C'est ça. Et de découvrir comment est-ce que progressivement on en est venu à apprendre à faire une optique de quelques nanomètres de précision sur toute la forme de la parabole, sans être capable de la mesurer tactilement, physiquement, mais par des mesures optiques. Et ça, c'est aussi un exercice assez intéressant. C'est intéressant d'autre part qu'on découvre des instruments de mesure qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser à l'IPSA. Parce qu'à l'IPSA, on est vraiment dans l'ingénierie vraiment beaucoup plus industrielle, par exemple. Mais c'est vrai que là, avec la construction du miroir, on a des instruments qui sont... Enfin, avec le matériel de Foucault qu'on utilise à la Sorbonne, on n'a pas forcément une mesure précise, mais en tout cas, c'est vrai qu'on utilise des techniques qui sont vraiment assez intéressantes et dont on n'a pas l'habitude à l'IPSA. Moi, je souhaiterais aussi interviewer Paul et Chloé qui ont eu la chance de pouvoir présenter leurs résultats et notamment les travaux sur le miroir à une conférence. Donc l'expérience aussi qu'on peut apporter dans les associations techniques, notamment au sein d'un dispositif qui s'appelle le Student Lab, qui est vraiment appuyé par l'école, c'est de pouvoir permettre aux élèves ingénieurs d'aller présenter leurs résultats en conférence et notamment à l'ASF2A. Donc là, on a l'exemple de 2 posters. Donc oui, on a donc l'année dernière, lors des journées Gemini de la Société astronomique de France et de l'ASF2A, on a pu se déplacer grâce à Anitsa à Marseille. On a pu présenter les différents travaux qu'on a réalisés. Donc on a pu présenter 2 posters. Un premier qui présente la photométrie de Cuvier, donc une étoile variable. Et le second qui traite de la collaboration entre IPSA Vega et la SAF via la commission instruments et le miroir qu'on est en train de concevoir, mais aussi la commission étoile double grâce à laquelle on fait justement des observations avec le président Patrick Vellart et par exemple dans la tour d'astronomie de la Sorbonne. Exactement, donc c'est un véritable plus. Je ne suis pas sûre que toutes les autres écoles d'ingénieurs puissent proposer ça. Exactement. Exactement. Je recommande. On a une belle collaboration aussi avec Planète Science, grâce à qui on a un partenariat. Nos étudiants peuvent aller au télescope Jean-Marc Salomon pour piloter ce télescope semi-professionnel en toute liberté. Et le président Maxime et son équipe font de belles observations, bien entendu, quand le ciel s'y prête. Ok. On est aussi présent sur le stand avec une autre association qui est IPSA One. Alan, tu es président de IPSA One. IPSA One, c'est une association également de l'IPSA Paris-Ivry qui vise à construire son propre propulseur ionique miniaturisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus et comment l'école a pu t'aider, a pu aider votre équipe pour arriver à vos fins, c'est-à-dire observer un plasma? Alors, notamment, l'IPSA a pu nous aider par le financement d'une chambre à vide, parce qu'un plasma, ça ne se forme pas dans l'atmosphère. À pression standard, ça ne se forme pas. Donc, on a pu bénéficier d'une chambre à vide. Avant, il fallait aller jusqu'à Orléans, au CNRS, qui est un de nos partenaires. Maintenant, ça nous évite des allers-retours, donc c'est beaucoup plus pratique.
On a aussi les labos d'ICAR, qui sont le labo spécialisé dans la propulsion électrique du CNRS, qui nous aident, on a des contacts avec eux. Notamment, ça les intéresse également parce qu'après l'IPSA, on a des ingénieurs qui sont déjà calés dans le domaine de la propulsion électrique et qui sont quasiment directement recrutés au CNRS. On en a par exemple l'année dernière 2 qui sont partis au CNRS. Ce partenariat existe depuis quelques années maintenant et depuis 2016-2017, on a déjà une dizaine d'anciens étudiants qui sont passés par ce laboratoire, qui ont pu effectuer leur stage de fin d'études et qui ont même continué par des doctorats. Donc, notamment la fondatrice de l'association IPSA Vega qui finit sa thèse en Espagne sur cette thématique très prometteuse de la propulsion électrique pour le spatial. Donc en fait la prochaine étape c'est de mettre le C8 dans un CubeSat et puis de l'envoyer dans l'espace. Parfait. Non mais sérieux, hein, franchement ce serait intéressant. Hein. Bonjour Attila, merci de nous avoir rejoints. Alors Attila, toi tu es de la promo 2020 de l'IPSA Paris-Ivry. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours depuis, qu'est-ce que tu as fait depuis et où est-ce que tu en es et comment l'école a pu t'aider pour arriver à tes fins? Donc moi je suis, comme tu as dit, diplômé de la promotion en 2020 et ensuite j'ai enchaîné avec une thèse à l'université Paris-Saclay. Donc ma thèse est au croisement de l'intelligence artificielle et de l'astrophysique. Donc l'objectif de la thèse c'était de doter les astronomes d'un outil d'analyse de texte pour faire automatiquement de l'extraction d'informations, donc pour recontextualiser la thèse. Donc l'astrophysique c'est un domaine qui est très actif, dont une grande partie de l'activité consiste à observer des événements transitoires tels que des explosions de supernovas, des sursauts gamma, etc. Et ces événements, quand ils sont détectés par les astronomes vont envoyer plein d'alertes au sein de la communauté. Et ces alertes sont très souvent sous la forme de rapports textuels, donc écrits en langue naturelle. Donc ces textes contiennent de l'information, mais dans leur format initial, l'accès à l'information est difficile. Et donc l'objectif de la thèse, c'était de concevoir un système informatique qui va, comme le ferait un humain, lire automatiquement ces textes, repérer les éléments porteurs d'informations dans le texte et en faire une synthèse et fournir cette synthèse aux astronomes pour faciliter leur traitement ultérieur et pour déclencher des observations de suivi complémentaires. C'est super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment, dans le cursus que tu as suivi à l'IPSA, tu as pu approcher le monde de la recherche? Oui. Donc à l'IPSA, j'avais suivi la majeure ELS, Espace Lanceur Satellite, où on avait des cours sur l'astronomie et l'astrophysique. Et puis ma première familiarisation au monde de la recherche s'est faite à travers le PMI, Projet Master IPSA, où là j'ai découvert l'intelligence artificielle, notamment appliquée à des données textuelles, et c'est ça qui m'avait donné goût au traitement de texte. Et donc ensuite, dans ma recherche de thèse, je suis tombé sur cette offre de thèse qui permettait de rejoindre un peu les deux thématiques, l'intelligence artificielle et puis ce que j'avais suivi à l'IPSA, l'astronomie et l'astrophysique. D'accord, donc tu diras que la formation d'ingénieur c'était un réel plus, mais toi tu as suivi la voie de la recherche et donc c'est tout à fait possible après des études d'ingénieur d'embrayer vers la recherche. Exactement. C'est tout à fait possible. Merci. Alors, on terminera avec une petite question. L'IPSA, c'est pas que à Paris, je crois. Exactement. Nous sommes présents sur le campus de Toulouse aussi et un nouveau campus qui va voir le jour à Lyon d'ici la rentrée prochaine. Donc voilà, moi je dis bravo à tous parce que vous êtes tous en train de vous lancer là dans plein de projets différents. Et puis dans quelques années, peut-être qu'il y en aura certains d'entre vous qui seraient dans le New Space, de proposer des nouvelles solutions justement innovantes pour d'un côté l'exploration spatiale et puis tout le domaine des lanceurs et puis des satellites et autres, dans le domaine de l'astronomie, de la recherche fondamentale et tout ça. Voilà, donc si effectivement vous êtes à la fois passionné d'astronomie et que vous sentez que vous avez cette fibre de maths, de physique, de recherche, d'ingénierie et tout ça, et que voilà, vous cherchez une école d'ingénieur, c'est peut-être vers l'IPSA que vous pourriez vous tourner. Donc on mettra le lien dans la description. Bravo à tous les jeunes, on attend de voir après dans quelques années les conférences que vous allez nous donner, puis toutes vos innovations, peut-être dans l'anonymat, mais qui feront avancer voilà, la recherche et l'exploration. Bravo à tous. Merci. La Clé des Étoiles était présente à ces rencontres Ciel et Espace, magasin très réputé se trouvant donc à Toulouse. La Clé des Étoiles fête ses 20 ans et nous présentait plusieurs instruments, des monoculaires notamment, mais aussi des caméras
de différentes marques et quelque chose qui m'a intéressé aussi, des montures équatoriales donc harmoniques, la Encore d'un côté, la WD-20 de Warpastron, là, ce sont des marques que l'on ne connaît pas forcément. Et on commence à avoir de plus en plus de montures harmoniques. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des moteurs qui sont très connus dans le domaine déjà de l'industrie, notamment tous les instruments CNC de robotique, etc., utilisés dans l'industrie. Donc c'est assez naturel pour certaines de ces entreprises de se lancer dans des montures harmoniques puisqu'ils maîtrisent totalement ces moteurs et ces systèmes à 2 moteurs déjà intégrés l'un par rapport à l'autre. Alors bien évidemment, d'autres marques étaient présentées ici. On notera du QHY, CCD, etc. Des instruments comme, voilà, ici une monture Zoo avec une FF65 Apo. Des jumelles binoculaires et monoculaires. Un télescope Plane Wave, donc là sur une monture vraiment très très conséquente, bien évidemment. Et puis ici une lunette T-Optics Photoline 150 mm, donc là aussi du très très gros setup. Donc la Clé des Étoiles est un magasin réputé que je vous recommande, avec une véritable expertise. Et si vous habitez sur Toulouse, sachez aussi que le magasin a récemment déménagé un peu plus en banlieue de Toulouse pour avoir notamment un showroom un peu plus grand, etc. Mais toujours disponible en vente par internet. Donc voilà, on leur souhaite bonne continuation malgré toutes les occupations parce que là, j'ai pas pu les interviewer cette année malheureusement. Comme lors de l'édition précédente, la librairie Espace-Temps qui se trouve dans le 91 était présente au RCE. Il s'agit d'une librairie qui possède énormément d'ouvrages relatifs à l'astronomie, que ce soit des romans, des ouvrages d'astrophysique, des goodies diverses et variées, super idées de cadeaux de Noël, ou carrément des ouvrages pour débuter l'astronomie. Bref, plein d'idées de cadeaux pour Noël. Ok, alors nous sommes maintenant au stand de Medas Instruments. Medas Instruments, c'est l'importateur historique de beaucoup de marques. C'est quand même un incontournable en France avec Marc Olivier. Marc Olivier, bonjour. Vous êtes le responsable du magasin Equinox à Lyon. Tout à fait. Parce que Medas Instruments, c'est la boutique à Vichy, l'activité d'importateur en France de certaines marques, mais aussi des boutiques comme Equinox à Lyon. Tout à fait, exactement. Donc les locaux de Medas sont à Vichy. C'est là où est effectué tout le travail de qualité, de contrôle des instruments qui sont importés. Ensuite, moi, j'interviens en tant que revendeur. Donc je ne revends pas que les éléments de Medas Instruments. J'ai une ouverture qui est un peu plus importante grâce à la boutique. Mais voilà, ça me permet d'avoir une certaine aussi d'indépendance par rapport à ce que je vends en boutique. Voilà, donc vous êtes ici un peu avec les 2 casquettes, forcément. C'est ça. Et donc, noté important à dire quand même, c'est qu'à Vichy, il y a carrément un banc optique qui permet de contrôler les instruments, etc., en particulier les Schmidt Cassegrain. Notamment, oui, bien sûr. Donc de chez Célestron, notamment. Alors on est ici avec une des stars du salon quand même, qui vient d'arriver en France, c'est la première fois qu'on le voit. Alors, ce fameux Célestron Origine, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est vraiment étonnant. Là maintenant, on a accès à des diamètres qui sont vraiment généreux. Ça permet vraiment de collecter un maximum de luminosité et surtout c'est une construction en RASA. Donc on a quelque chose d'extrêmement rapide sur la captation d'images. Il y a une intégration qui est complète aussi avec une application qui est fournie. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'entièrement automatisé, de vraiment user-friendly et l'expérience est vraiment très agréable avec ce type Donc on est ici sur un télescope connecté. On n'est pas sur un télescope où l'on prenait avant, on devait avoir un ordinateur pour faire la captation d'images, etc., le pilotage et machin. Là, c'est le smartphone et c'est une interface intégralement commandée avec le smartphone. Tout à fait. Et là, on est dans le haut de gamme du télescope connecté, très clairement. Oui. Une construction RASA, donc il fait 135 mm de diamètre. 150 mm de... Non, on est à 150 mm de diamètre. À 150 mm de diamètre, carrément. C'est incessif. Et il est à f2 quelque chose. F2,2, oui, F2,2. Voilà, donc c'est effectivement très très rapide. Donc il va travailler par des pauses de genre 10 secondes. Oui, non, voilà, c'est paramétrable effectivement, mais ce qui est recommandé c'est 10 secondes jusqu'à 30 secondes, notamment aussi par rapport à la dérotation de champ. Voilà, c'est un système, voilà, c'est de l'altazimutal, donc il faut aussi être cohérent par rapport au mouvement qu'il est capable d'imprimer sur sa captation. Alors mon petit doigt me dit que chez Célestron, ils sont en train de travailler sur l'idée de le mettre sur le wedge, que l'on retrouve sur certaines montures de type CPC 800 par exemple.
de façon à pouvoir le mettre en équatorial, et là on n'aura plus de problème de rotation de champ. C'est ça, effectivement, mouvement équatorial. De toute façon, c'est une monture évolution telle qu'elle est déjà présentée chez Celestron et accessible sur d'autres instruments. Là, ce qui est important, c'est que la compatibilité, elle le soit avec le logiciel pour parfaire l'automatisation. Mais oui, ça va venir, ça fait partie des éléments qui sont prévus en développement. Donc on est sur une solution nomade qui est vendue avec un trépied, avec toute la monture. Oui. On a carrément le sac fourreau pour mettre le tube lui-même. Tout à fait, oui. On est sur un poids combien de kilos? Là, on est à tout compris, on a 18,5 kg tout compris. Voilà, donc ça se transporte au moins en 2-3 éléments. Oui. 3 éléments. Oui, oui. Donc ça reste quelque chose d'installable par le Quidam, on va Oui, dire. oui, vraiment en 3 temps. Et puis même les trépieds étaient allégés par rapport aux autres montures Evolution. Et dans tous les cas, oui, il faut faire attention quand on déplace son instrument, qu'on ne soit pas en porte-à-faux pour ne pas se blesser. 18 kg, c'est quand même pas négligeable. Donc au moins en 2-3 temps, il faut le déplacer. Oui. Voilà, mais là on est sur un autre gamme en fait des télescopes connectés qui va permettre. Il y a peut-être des gens qui vont acheter ça et qui vont garder ça pendant des années parce que ça leur suffira. Et puis la possibilité de passer en wedge. Il n'y aura peut-être pas envie à un moment donné de passer sur des télescopes, on va dire, plus partie par partie, tel qu'on pratique l'astrophotographie. On va continuer le tour du stand, il y a quand même pas mal de trucs. Bon, quand on débute, voilà, on pourrait débuter de façon plus soft avec ça par exemple. Oui, effectivement, un petit Dobson de table, possibilité de mettre sur un trépied avec le système StarSense. Donc le StarSense, c'est une application qui permet de positionner le téléphone directement à ce niveau-là. On a le capteur qui permet d'identifier le ciel et faire un plate solving. Et ça permet donc de guider, de savoir où est-ce qu'on doit diriger notre petit Dobson pour D'accord, il y a une petite caméra là c'est la caméra du téléphone. C'est la caméra du téléphone qui va utiliser le miroir. C'est une bonne idée, c'est très bonne idée ça, effectivement. Et donc ça, effectivement, c'est vrai quand on a quelques difficultés de pointage au début, ça peut être une bonne possibilité. Ça peut rassurer. Donc il fait 114, 450. 450 sur celui-ci, oui, tout à fait. Après, il y a toute une gamme, StarSense, aussi de lunettes astronomiques, c'est accessible aux débutants. C'est certain que là, on peut commencer à approcher quelques objets du ciel profond, donc ça permet d'avoir une expérience un peu plus enrichie, je dirais, avec le StarSense. Ok, allez, on va aller continuer, il y a plein de choses. On est vraiment ici comme un gamin dans un magasin de bonbons. Est-ce qu'on peut parler de ces petites montures? C'est une des nouveautés que vous présentez cette année. Tout à fait, première présentation en France, la gamme Rainbow Astro. Donc Rainbow, c'est une société coréenne qui est spécialisée dans l'industrie, donc vraiment c'est très large, ça va de l'industrie domestique jusqu'à même à l'armée. Je sais qu'il y a des systèmes de surveillance spatiale qui sont développés par cette société. En revanche, sur l'industrie, ça a permis de développer bien sûr les montures à mouvement harmonique. Sachant que ça fait quelques temps qu'elles existent, celles-ci. Par exemple, les modèles qu'on voit, ils ont été développés en 2018. Donc il y a déjà un certain recul aussi qu'on peut avoir par rapport à la qualité. Parmi les premiers, oui. Tout à fait, oui. Et avec un trépied, alors là, un monstre. Oui, en carbone, système avec un système à crémaillère qui permet de lever l'ensemble. On a quelque chose de très stable, tout en étant toujours transportable. Oui. Donc là, on a justement un exemple d'une petite famille où on va passer et monter en modèle de monture et en modèle de capacité d'emport et d'instruments. Alors ici, c'est le Triband CCD, c'est particulier. Un instrument pour le solaire, bien évidemment. Donc celui-là, voilà, une lame en fait de Schmidt traitée dichroïque par Bader. Par Bader, oui, voilà. Oui, ERF, c'est ça. Y a tout. On sort à F10, on peut utiliser le Bader Solar Spectrum derrière pour faire du H-alpha. Oui. Et on peut faire quoi? Du calcium et du sodium avec du calcium aussi, sodium, mais aussi en ciel profond. Le SHO, les bandes du SHO sont aussi accessibles, donc on pourrait même faire du nocturne. On peut faire du SHO profond. avec ça. Oui, donc ça peut être intéressant de le dire. Après là ici, un petit Rasa. Un petit Rasa F2, oui, on peut se faire plaisir en regardant le... Voilà. Donc là, on va mettre une caméra. Tout à fait, directement. Donc effectivement, pour rappeler le Rasa, on met directement la caméra là où se situe initialement le miroir secondaire. Donc, tout à fait. Ce qu'on appelle une chambre de Schmidt. C'est une véritable chambre de Schmidt. Voilà. Et donc là, on est avec celle-là à F2. Oui. Celui-là, il fait combien de diamètre? Celui-ci, c'est un 8 pouces. Le 200, donc, en fait, 203 mm. C'est le C8, mais en mode chambre de Schmidt. Exactement. Qui permet d'aller très très vite. Et effectivement, sur une petite monture comme ça, on est sur un setup qui va être finalement assez nomade, 400 mm de focale. Alors il faudra peut-être mettre quand même un peu d'autoguidage, mais parce qu'il y a quand même de l'erreur périodique avec ce celle-ci est vraiment très intéressante. Il y a un encodeur de Rémi Chaud. En erreur périodique, on est inférieur à 2 secondes d'arc avec celle-ci.
Pour comparaison, sur les meilleures montures actuellement, je pense au Dogma ZWO, elles sont annoncées à 10 secondes d'arc à mesurer. Là, on est inférieur à 2 secondes d'arc. Si on est inférieur à 2 secondes d'arc et qu'on est avec 400 mm de focale, on sera plutôt quasiment aux alentours de 4 secondes d'arc d'échantillonnage. 4 secondes d'arc sur un échantillonnage, exactement. On pourrait envisager de travailler sans autoguidage carrément. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est quand même sacrément intéressant sur cet instrument. On va le remettre. Ouais, je vais le remettre. Il y a les petits crans. Et en plus, lui, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Oui, il est ici, le petit cran. Hop, et on y est. Là, on est sur une grosse bête, un peu moins nomade, avec une monture plus grosse. C'est ça. Là, la monture est plus grosse, donc là c'est la 300, voilà. Capacité de charge jusqu'à 30 kg sur ce modèle et 50 kg avec contrepoids sur l'ensemble. Donc c'est le niveau de le Q8. 50 kg avec, avec le contrepoids. Q8. Et quand on voit le volume, ça fait peur, c'est monstrueux. En fait, elle pèse 8,6 kg, il me semble, sur celle-ci, donc impressionnant. Le trépied, c'est le grand frère de celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Là, il est plus colossal. Et donc là, le tube, C14. Un C14 avec un design spécial RCE, donc en édition limitée. En édition limitée? Oui, après il y a possibilité de sur commande. Voilà, en noir mat. Oui. Ah, superbe. Donc là, un Schmidt casse-grain, AF10. F10, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler des réducteurs de champ sur les Schmidt casse-grain de Célestron? Parce que c'est quand même ce qui a fait, moi je pense, une des forces de Célestron par rapport à BID, des fins BID maintenant, c'est qu'il y avait pas mal de possibilités, justement, une versatilité de changer de rapport FD. C'est ça. Donc est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, c'est vrai qu'avec la réduction de focale, ça permet d'avoir des champs beaucoup plus larges, une rapidité d'acquisition qui est beaucoup plus intéressante. Et c'est ce qui fait la polyvalence de ce matériel. C'est vrai qu'avec des focales qui sont nativement très importantes, surtout les Schmidt, on pourrait les destiner spécifiquement à de la photographie planétaire. Avec des réducteurs de focale, ça permet vraiment d'augmenter le champ et la Alors, que je ne me trompe pas, quels sont les réducteurs qui sont disponibles? On a du F4, enfin du 0,4, 0,63. 63, c'est ça. 63, c'est pour les systèmes. Non, pas 0,5, il me semble que c'est que sur Star Arizona, sur les 0,5. Et les Star Arizona sont de toute façon compatibles. Ils sont compatibles, mais ils ont été développés pour les Célestrons. Pour les Célestrons, tout à fait. Donc en fait, 0,4 et 0,63, ce sont des Célestrons eux-mêmes. C'est ça. Et après, il y a Star Arizona. Et après, Star Arizona qui intervient aussi, qui augmente l'offre. C'est ça. En revanche, attention, le 0,63, c'est pour le système qui est en Fast Star non Edge. Là, on est sur un tube Edge. On le reconnaît là, spontanément avec le système de blocage de miroir. Et c'est lui qui a une gamme un peu plus étoffée que ceux qui sont nativement prévus pour Célestron, là, sur le 0,63. D'accord, là, on est sur un instrument. Est-ce que moi, je connais quelqu'un qui rêverait d'avoir un truc pareil pour photographier l'ISS. La question, c'est est-ce que la monture peut être pilotée avec son logiciel? On voit ça. Avec quel logiciel? C'est des trucs assez spécifiques qui marchent très bien avec les Skywatcher parce que ça a été développé un peu avec les montures Skywatcher et tout ça et les drivers. Et en fait, on peut être en mode monture équatoriale et pour autant viser l'ISS et ensuite avoir des trucs accélérés dans le temps par rapport à l'avancée de l'ISS et partir en orthogonale d'un côté ou de l'autre. J'avais fait un épisode sur la chaîne avec elle. D'accord. C'était assez extraordinaire. Bon, allez. Charline, on te souhaite un C14 là-dessus un jour ou l'autre. Voilà, on a... Oui, on continue sur les Rasa. Un Rasa F2. Donc Rasa là, c'est un Rasa C11. Rasa 11. Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est l'équivalent d'un C11. Il est un peu plus long. Oui, tous les Rasa sont un peu plus longs pour le positionnement notamment des lentilles en fait, qui permettent d'avoir une bonne convergence du rayon. Alors justement, ça peut être intéressant d'en parler aussi. On a la possibilité de prendre un C11 avec un Hyperstar de Star Arizona, où on a la possibilité d'acheter le Rasa tout court. Oui. Il y a une vraie différence entre les deux, au final? Est-ce qu'il y a la différence, elle n'est pas significative, mais c'est certain qu'au niveau de la qualité, comme tout l'appairage des optiques est fait d'usine, on a quelque chose qui est absolument propre et impeccable avec un Rasa, donc c'est la garantie d'avoir quelque chose de fiable. Oui. Et donc là, je vois qu'il y a... Le contrôleur, le smart controller de Célestron, donc c'est le système qui va permettre d'être branché, oui tout à fait, c'est nouveau. Et d'ailleurs pour la petite histoire, ça a été développé initialement en parallèle de l'origine pour avoir quelque chose, parce que l'origine
pilote aussi, il y a des systèmes pour lutter contre la buée. Et c'est quelque chose qui en fait va venir s'appairer à un anneau chauffant. Donc on va brancher notre anneau chauffant directement. Ça va mesurer les constantes humidité, température et délivrer la juste quantité d'énergie pour avoir le bon... Donc en fait ça va faire l'équivalent, mais de façon optimisée pour ces instruments, l'équivalent des boîtiers Pegasus. C'est ça, c'est le même système, mais adapté aux structures Par de contre, Celestron. c'est pas du traitement de stacking, de pilotage de monture, etc. C'est pas un ASIA en fait. Non, on peut s'en servir comme hub parce qu'il y a différentes sorties, voilà, ça va même jusqu'à l'USB, mais non, c'est pas fait, voilà, c'est pas. Alors les montures CGXL. CGXL. Alors, on connaît très mal les montures de Celestron et les équivalences. J'ai envie de dire c'est un petit peu les rejetés entre guillemets dans le marché français. On parle tellement en référence Skywatcher qu'on oublie ces montures-là et qui sont pourtant une très bonne réputation aux États-Unis. Oui, tout à fait. Sur la précision notamment, parce qu'il y a toute la précision de la mécanique, mais aussi du logiciel qui est intégré avec la carte mère directement dans la monture. Ça permet d'avoir une précision qui est accrue sur ce type de monture. Alors il y a une fonctionnalité, je crois, qui s'appelle le Predictive PEC. Tout à fait. Donc ça, est-ce que vous pouvez expliquer? Oui, en fait, à force d'utiliser le système, le logiciel est capable d'anticiper l'erreur périodique et donc d'appliquer la correction au fur et à mesure. Et donc, au plus elle l'utiliser, au plus elle sera précise sur le moment d'acquisition. Donc en fait, on a mémorisé la cartographie des corrections typiques qui doivent être réalisées à cause de l'erreur périodique. Oui. Et en fait, de façon anticipée, une fois qu'il a repéré son point zéro, il sait qu'il va falloir à ce moment-là... Il va pouvoir faire le playback inverse et limiter l'erreur périodique. Ça. Alors, si on veut faire les correspondances, CGXL, c'est quelle capacité d'emport? Là, on peut aller jusqu'à 35 kg, 34 kg, donc ça va correspondre à la CQ 350. Voilà, ok. En dessous, on a quoi? Une CGX? On a CGEM 2. CGEM ça 2. va correspondre à l'EQ6 en termes de capacité. À chaque fois, on a 2 kg de moins sur Celestron. Je pense que c'est par rapport à la précision que ça a été annoncé, donc on a à peu près 2 kg en moins. Et en dessous, on a la VX et c'est l'équivalent de la HEQ5. Là aussi, on a 2 kg de différence de 15 à 15 kg pour AVX, CGE, CGEM, oui. Voilà, et la CGX. Voilà. Certaines marques de montures, on recommande de les charger qu'à 70%, etc. Machin. Dans le cadre des montures Celestron, vous me dites là que la capacité d'emport recommandée est de 2 kg de moins. Est-ce que c'est pas justement par rapport à cet aspect-là? Oui, c'est aussi par rapport à cette... Vraiment, le but, c'est d'avoir la précision qui est annoncée. Donc, ça permet justement de réduire un peu cette Donc, si celle-là est annoncée à 35 kg, on peut vraiment monter à 35 kg on peut, pour la photographie, il n'y aura pas de ça, c'est quelque chose de beaucoup plus garanti par Celestron. C'est beaucoup plus garanti par Celestron. Voilà, vraiment, ils travaillent sur la fiabilité des données qui sont Au niveau raquettes, je crois que c'est des raquettes de deux types. Donc, Celestron, mais en fait, c'est Synta. On retrouvera un peu la familiarité avec quelques différences sur les raquettes SynScan que l'on connaît. C'est vrai que l'arborescence est peut-être un peu plus claire sur les menus, mais c'est la seule... ne serait-ce juste la mettre en suivi sidéral, c'est une plaie. Ok, alors Celestron est quand même la gamme phare, on va dire, un peu de Médas, parce que c'est une marque emblématique, une excellente réputation aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, un CPC a déjà été envoyé dans l'ISS pour faire des expériences. Et ce sont typiquement des tubes justement Celestron qui ont été envoyés dans les sondes Voyager, dans différentes sondes dans l'espace, ou qui servent aussi à faire du suivi vidéo des fusées au décollage. Mais vous faites d'autres marques, là on voit un Planet Wave quand même d'assez gros balèze sur une grosse monture. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Donc vous distribuez Planet Wave notamment? Oui, c'est ça, tout à fait. Planet Wave, on a la possibilité de le redistribuer. Là, sur le matériel qui est présenté, donc le tube, on est sur le CDK, 14 pouces, tout en carbone. C'est une optique de Dalkircam sur celle qui est présentée. Sur les montures, c'est du 10 micron qui est présenté là, sur celle-ci, donc les séries HPS. Avec toute la rapidité et la précision absolument monstrueuse de précision de pointage. Totalement. Là, on a une petite bino, là, par exemple. C'est ça, une bino, la Max Bright 2, celle qui est mise, avec un diviseur optique. C'est le diviseur optique en 3 sorties de Bader, celui-ci. Et la caméra, c'est une Moravian. Là. Donc là, ce diviseur optique, c'est quoi? C'est un flip mirror. Un flip mirror, en fait. C'est ça, oui. Donc avec là, possibilité de faire la capacité de charge sur le porte-oculaire, c'est quand même quelque chose de respectable, sacrément monstrueux. Et là, voilà, par exemple, là, on a typiquement la caméra d'autoguidage. Il y a 3 barlots qui sont intégrés pour le guidage, la Moravian à l'arrière et la possibilité de faire du visuel sur le côté avec la bino
peut-être qu'on l'a vu. Moravian, c'est quand même de très très grosse caméra. Donc là, on est sur du Oui. setup clairement poste fixe. Oui. Mais donc, selon les besoins, selon les desiderata, vous avez la possibilité de monter encore plus en gamme en Oui. fait pour un amateur éclairé ou pour des associations, des clubs, des machins. Tout à fait, aux associations, et effectivement, on travaille beaucoup avec eux. Oui, tout à fait. Trépied, là on a un trépied géoptique. Oui, géoptique, en bois. oui, en poids, série Pegasus sur celui-ci. Oui, la stabilité du bois, ça permet voilà, d'avoir moins de transmission de vibrations. Donc, clairement, le bois atténue la- de façon interne les vibrations, C'est ça. c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors on va revenir sur d'autres gammes qui peuvent être assez intéressants de différentes choses que vous proposez. Bon là on a celui-là, le XYZ. on le recommandera jamais. C'est le meilleur support pour smartphone. J'en ai essayé d'autres, c'était de la merde, celui-là il est très bien. Sur 3 axes. Je suis pas intègre, je suis intègre, voilà. Bon là on a de l'accessoire un petit peu solaire intéressant, filtre solaire, prisme de Herschel, c'est une nouvelle génération. Oui, c'est la nouvelle génération, notamment qui a été retravaillée au niveau de l'évacuation de l'énergie. Je ne sais pas si les précédents, si vous avez déjà utilisé, risque de brûlure à l'arrière, là il est très largement diminué. Il y a une bonne évacuation de la chaleur. On retrouve voilà, les mêmes procédés avec le système en céramique, le même polissage que Bader sait produire. Et il y a des packs complets, notamment avec des filtres, déjà voilà, qui sont le proposés, continuum ça, c'est et les intéressant. filtres neutres photo et visuel. Bien sûr, le système click-lock aussi d'attache pour. Ça, c'est aussi un bon travail de chez Bader. Oui. Bon, après, là, il y a du divers et varié, on ne va pas s'attarder forcément. Je crois qu'on a des choses assez intéressantes à aller voir par là. Ah, tiens, si, dans les instruments débutants, on a les lunettes. Oui. Alors, bon, ça, c'est des lunettes assez classiques pour débutants. Personnellement, je ne suis pas très fan. Ouais, mais bon, il y en a que ça peut intéresser. ouais, quand moi, même. sincèrement, je trouve que leur réputation n'est pas justifiée. Elles ont vraiment évolué. Pour vraiment débuter, faire découvrir de manière très facile, c'est du mouvement altazimutal, très facilement le planétaire, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Si Galilée avait pu avoir ne serait-ce que la plus il n'aurait petite pas été lumière, mécontent, il n'aurait oui, pas été ça, on est bien mécontent. d'accord. On est bien d'accord. Donc celle-là, Avec en le plus système ça, Sarsynth, de nouveau, on le revoit. intéressant. Ouais, ouais. Pour les débutants, voilà, bon, ça pour moi c'est la star du débutant. Oui. Le Dobson 200. Alors Dobson 200 chez Pearl. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Pearl en fait, c'est le même que le Skywatcher. Oui, au niveau de la qualité des Soyez matériaux. pas prisonnier Oui. de la marque, avec par contre des oculaires qui sont cette fois des oculaires que vous avez choisis. C'est ça, qui ont été sélectionnés pour la marque. Et là, c'est l'avantage de pouvoir travailler là-dessus. Pearl est dépendant de Medas Instruments, donc la société française. Ça permet de sélectionner un peu mieux au niveau des oculaires et aussi tout le niveau du SAV, etc. C'est beaucoup plus simplifié. On ne dépend là que de nous-mêmes par rapport à ça. Donc là-dessus, bien précisé, c'est un tube qui est quand même un peu plus lourd, mais pour quelqu'un qui veut vraiment démarrer sérieusement en visuel, moi je recommande le Pearl 200 parce qu'il se revendra toujours. Oui. Ça c'est, je veux dire, ils restent pas longtemps sur le bon coin quand ils sont vendus. On voit quand même bien au niveau du ciel profond. Par contre, effectivement, ça reste encore transportable, même si ça commence à devenir un petit peu lourd. Mais si vous habitez en campagne, en périurbain, ça peut être une super option pour vraiment vous éclater et bien démarrer dans l'observation du ciel. Clairement. Et on commence du planétaire jusqu'au ciel profond. Oui, c'est très polyvalent là-dessus. C'est génial. Le petit Memstar, on en a parlé dans un épisode dédié. Jérôme, il a le droit de gueuler en disant « J'en veux !» Voilà, donc le petit Memstar qu'on a testé sur la chaîne qui permet une facilité au pointage avec le smartphone. Tout à fait. Franchement, j'ai testé, j'ai été assez bluffé de la facilité à laquelle il nous pointait les astres. Franchement, c'est agréable. Avec un Dobson, c'est vraiment c'est la combinaison parfaite là. C'est vraiment bien adapté. Alors, on va aller regarder là, on a pas mal de choses. Les jumelles. Alors là on a du lourd. Oui. Mais du lourd, c'est vrai, c'est peut-être aussi leur inconvénient. Gros avantage avec le support voilà, pour mettre sur un pied trépied. photo ou idéalement carrément un photographe. Donc vers ED, étanche aussi, ça a son importance par des variations d'humidité. Exactement. C'est vrai que l'inconvénient c'est quand même leur poids et comme elles sont étanches, l'écartement interpupillaire peut gêner un petit peu, mais la qualité d'image, elle est là. C'est certain. Donc ça pour de l'observation cométaire, c'est assez génial notamment. Voilà, de 15, là par exemple celle-ci, on a du 15-70 et 20-80 là sur les modèles qui sont présentés. Les oculaires, vous avez pas mal de marques d'oculaires qui sont intéressantes, pas forcément toujours les plus connues. Oui, oui. Alors, Bader. Hyperion. Les Hyperion sont hyper connus quand même. Oui, Hyperion, et c'est justifié. Fonctionne vraiment très très bien. Oui.
Oui, avec tous ces jeux de lentilles, les traitements qui permettent de redresser les longueurs d'onde, donc on n'a pas de modification, de jaunissement de l'image, on a une image qui est vraiment juste, des champs qui sont généreux, on a 68 degrés sur les hypérions, ils sont modulables, donc d'une focale à partir soit en dévissant le premier jeu de lentilles ou en mettant des extensions, on a plusieurs focales, donc vraiment... C'est une gamme qui mérite son... Il y a surtout le zoom. Et le zoom. Qui est le meilleur zoom, oculaire zoom du marché, si je ne me trompe pas. Non, oui, alors tout il y avait fait. Télévue qu'on avait sorti il y a quelques années, mais qui, je crois, il n'est plus produit. Je ne saurais pas pour Télévue. Je n'en ai pas trop revu. Mais en tout cas, le Baader Hyperion, il y a des clubs qui l'utilisent. C'est génial pour un club. Il n'y a pas besoin de changer d'oculaire. Quand on fait change d'une cible à l'autre, c'est quand même bien quand on est en présentation. Et quand on est en groupe, c'est génial. De 8 à 24 mm sur la focale. Alors il y a le haut de gamme chez Baader, c'est les Morpheus. Oui, en Morpheus, tout à fait. Oui, oui. Là, on est... Là, c'est la gamme au-dessus. On a plus de champs. Le piqué d'image est vraiment meilleur. Et d'ailleurs, ils les ont spécifiquement, on voit que les focales, on ne va pas au-delà de 24 mm, contrairement aux Hyperions où on a des systèmes asphériques. On peut tout à fait les utiliser, notamment pour du planétaire, vu le piqué d'image, on a quelque chose de vraiment très bon. Célestron X et X, on ne les présente plus, ils sont déjà très connus. Par contre, on a les Luminos. Les Luminos, oui, tout à fait, qui sont d'ailleurs proposés avec certaines gammes de Célestron lorsqu'on prend le télescope. C'est massif. Mais on a quelque chose de vraiment très bon sur des ouvertures. Voilà, au niveau du champ, on est à plus de 80 degrés sur le champ. C'est vraiment quelque chose de très avec un bon relief d'œil. Très bon relief d'œil. Il mérite à être dit parce que les observateurs de lunettes, 50% des gens observent avec des lunettes. Ouais. Selon les types de correction, eh bien, on est encore obligé d'utiliser les lunettes, notamment l'astigmatisme. L'astigmatie, voilà, c'est un défaut qu'on peut pas corriger. Quand la pupille de sortie est très petite, on s'en sort quand même un petit peu, mais c'est quand même. Selon l'angle aussi de l'astigmatie, on peut s'en sortir, mais c'est vrai que là, on a un dégagement oculaire qui est généreux, mais vraiment généreux. Ouais. Alors, vous avez une autre marque moins connue encore, mais pourtant très réputée chez les vraiment fous du visuel, Pentax. Pentax, mais clairement Pentax, vraiment, alors rapport F sur D très élevé, parfaitement adapté, une transmission des couleurs qui absolument est parfaitement juste. On a une transmission vraiment idéale de la lumière. Il existe aussi un oculaire zoom en Pentax qui est divin sur cette gamme-là. Donc, quand vous dites rapport FD élevé, à partir de F10 par exemple, oui, là, 10, le Pentax va commencer à sortir vraiment sa pleine puissance. Oui, c'est là où on voit la différence. Donc sur des oculaires planétaires typiquement aussi, c'est très bien. Clairement. Et donc alors, à voir si on met une Barlow, mais peut-être plutôt une PowerMate devant, pour des instruments avec rapport FD plus bas, on va pouvoir sortir avec des trucs. Et ressortir, voilà, et sans dégrader la qualité d'image, tout à fait, sur du Pentax. Célestron sont des instruments, donc Schmidt-Cassegrain, on en a vu là-bas sur monture équatoriale. Ça existe aussi en monture azimutale, les Célestrons CPC. Tout à fait, CPC. Là, CPC, double fourche, ça permet vraiment d'avoir une grande stabilité. C'est ce qui permet aussi d'avoir la plus grande précision. Après, en alt azimutal, ils ont plusieurs séries. La série SLT, qui est la plus légère et la plus accessible pour les débutants. La gamme SE, c'est la gamme historique, ils ont gardé le orange traditionnel. La gamme Evolution qui intègre toutes les technologies, donc comme le Wi-Fi, la batterie, tout est déjà intégré, tout est renforcé, engrenage en laiton, et le CPC qui est le système le plus solide et le plus stable. Et donc là, effectivement, on peut le mettre. En fait, c'est vrai qu'on a connu, moi, quand j'étais jeune, des Célestrons sur monture à fourche, mais où la monture, on voyait vraiment la structure en H, etc. C'était quelque chose assez à nu. Là, ça a été intégralement révisé, en fait. C'est ça, totalement révisé. C'est vrai que peut-être celles qu'on a vues, elles étaient plus plates. Là, on a quelque chose qui a été totalement révisé au niveau de l'entraînement aussi, sur tous les systèmes. Donc oui, tout a été révisé sur la structure par rapport à... Ils ont gardé le même nom, mais la structure a évolué. Alors, une question toute bête. Ceux qui ont des instruments justement qui étaient sur ces montures anciennes, ces montures pour certaines étaient commandées avec des variateurs, des boîtiers machin assez vieux, et j'ai déjà vu des clubs d'astronomie qui ne pouvaient plus les utiliser à cause de ça. Il y a des possibilités de reprendre le tube et de le remettre sur ce type de monture-là, par exemple? Alors précisément sur ce type de monture, ça me paraît compliqué. En revanche, effectivement, on peut toujours remonter des systèmes en queue d'aronde pour pouvoir les remettre sur des montures. Voilà, tout à fait. Ça c'est certain, on le fait régulièrement. Les montures CPC, on peut mettre un wedge pour l'utiliser en équatorial. On peut mettre un wedge, tout à fait. Oui. À ce moment-là, l'intérêt, c'est qu'on n'a plus de retournement de méridien. C'est ça, exactement. D'ailleurs, l'orientation du wedge se fait dans un sens bien spécifique. Effectivement, on n'a pas ce retournement qui est avec ce.
sont des montures qui vont être compatibles avec de l'astrophoto du ciel profond notamment ou, on peut, un peu limite. On peut, mais c'est certain que la précision d'une monture équatoriale allemande ou harmonique telle qu'on a pu le voir seront meilleures si vraiment on se destine à de la photographie de haute précision. Le wedge ne peut pas atteindre ce niveau de précision. Pour la petite histoire, donc il y a un CPC qui a été envoyé dans l'ISS, je me demande par qui, je ne sais pas s'il y est toujours en fait, mais ça a été une expérience, elle n'a pas été encore publiée les résultats je crois. Mais il y en avait un dans l'ISS et il y en avait un sur Terre pour voir les différences de ce que recevaient les deux comme signal sur la même cible. Sur la même cible, d'accord. Donc un sacré projet aussi. On va aller regarder et on va terminer avec ça. Là on a des produits divers et variés. Là, je crois que c'est du Star Arizona. Oui, Star Arizona. Il y a Feather Touch pour les systèmes de mise au point démultipliés qu'on peut adapter sur les Schmitt. Star Arizona, les systèmes Hyperstar pour pouvoir convertir du coup un Schmitt en Rasa. Voilà sur ces 3 premiers éléments. Voilà, on a la Bino là. La Bino, donc ça c'est la Mark 5. Tout à l'heure on avait vu la Max Bright 2, là c'est la Mark 5. Donc on a de plus grands champs avec celle-ci et plus de précision. Voilà, des focuseurs. Oui. La caméra, c'est StarSense encore. C'est ça, StarSense. Voilà, donc là en revanche, c'est le système StarSense qui permet d'automatiser le pointage. Voilà. Et à côté, il y a la nouvelle génération avec une focale plus importante qui permet même de faire de l'autoguidage dans une certaine mesure. De façon automatisée, oui, d'accord, très bien. Le petit yeux de hibou là, grand toujours sympathique, vraiment en complément de n'importe quel matériel astro pour contempler le ciel dans son intégralité sans zoomer sur une partie en partie. Ça permet de voir vraiment les constellations en entier et c'est toujours sympa, vraiment. Alors là, je vois qu'on a pas mal de filtres chez Bader. Oui. C'est une marque que l'on oublie peut-être un peu de temps en temps au niveau des filtres et pourtant, il y a des filtres très intéressants, notamment pour les bandes étroites. Oui, il y a un effort d'innovation qui est vraiment constant chez Bader. Il y a toujours des nouvelles gammes qui continuent de publier, donc il y a un vrai effort de recherche et très varié. Là, par exemple, là, vous avez des filtres en SHO qui sont adaptés pour des F2. On a des SHO pour des systèmes plus classiques, entre 3,4 et 10 de focale notamment, par exemple. Donc oui, c'est très varié. Alors on n'a pas trop parlé de Bader aussi sur les aspects solaires parce que Bader, voilà, on a montré le tri-band CCD. Bader fait quand même le Solar Spectrum qui est quand même le meilleur Fabry-Perot sur le marché aujourd'hui. Oui, donc on l'avait vu à l'arrière du tri-band, le Sundancer. Alors c'est le Sundancer, ça c'est plutôt quand on débute. Mais après il y a le Solar Spectrum qui est vraiment le haut de gamme. Là par contre c'est une production à la commande quasiment. Tout à fait, oui. Déjà qu'il y a des, il faut bien réserver sur des modèles de ce type. L'autre vraiment c'est sur demande. Ok, on va maintenant terminer avec juste un petit rappel. Du coup, Medas Instruments, les marques, c'est Perle qu'on a vu ensemble. C'est bien évidemment Célestron, marque phare. Tout à fait. Vous avez aussi donc Bader. Bader, oui, tout à fait. Pentax. Voilà. Pentax aussi, effectivement. Après, il y a aussi d'autres marques, mais ce n'est pas forcément de l'astronomie. Kowa pour les jumelles aussi, par exemple. Jumelles, les monoculaires, etc. Tout vous avez quand même beaucoup de choses aussi. Oui, tout à fait. Il y a un grand showroom à Medas, il faut le dire. Le magasin est assez grand. Et donc la maison Medas Instruments, c'est aussi donc les magasins Equinox. Tout à fait. Donc Equinox à Lyon, dont vous êtes responsable. Oui. Et je crois qu'il y a une petite annonce à faire sur celui de Paris. Oui, effectivement. Donc le télescope va être rebaptisé Equinox. Donc voilà, ça s'ouvrira. Il y a des travaux qui sont en cours. C'est en cours. Voilà. Et voilà, ouverture prévue en 2025. Donc pour une visibilité, Medas Instruments a ses marques et son magasin à Vichy. Et les magasins Equinox ne sont pas prisonniers des marques de Medas, mais aussi des marques autres et aussi sur demande, etc. de trouver un instrument aussi un petit peu spécifique. Donc l'un à Lyon, l'autre à Paris. J'espère pouvoir aller visiter à l'occasion. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour cette grande visite de toutes les marques. Je pense que c'est important de permettre aussi de connaître aussi certaines marques, certains produits qui sont peut-être moins connus et pourtant qui méritent à être connus. Alors merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup.